Moscou, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les titres. Russie-Afrique dans un monde multipolaire, thème de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Ça se passe à Moscou en présence du président du Conseil national de la transition, colonel Malik Diaw. Nous serons en ligne avec Garibou Pérou dès le début de ce journal. Démonstration de force de la jeunesse malienne en soutien aux autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir hier au Palais des Sports en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse dirigé par Moussa Ag Attaher. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, l'invité de ce 13h dimanche est M. Moro Diakité. Il est directeur de la production à la CMDT. Il nous fera le point d'une mission dans la région de Ekita où un produit appelé Flunithamid a été testé sur un périmètre maraîcher dans la commune rurale de Founia. De quoi s'agit-il concrètement? À suivre les explications du directeur de la production de la CMDT dans cette édition. Les sports, dans une vingtaine de minutes, ce sera avec vous. Famurou Diorté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans 13h dimanche sport, nous parlerons de la Coupe CAF. L'Aïsral accueille le tout-puissant Mazembe de la RDC à l'occasion de la 5e journée. Les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de football sont quasiment tous connus et on terminera avec les nouvelles de la balle au panier, le basketball. Les sports, à ne pas manquer avec Famurou Diorté, redonner la vue à travers la greffe de cornée. Sujet de Focus Santé ce dimanche avec Barakisa Ouattara. Rendez-vous en fin de journal. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement encore une fois. Bonjour, les détails. Deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, ça se passe à Moscou où se trouve depuis hier le président du Conseil national de la transition, colonel Malik Diaw, prend part aux travaux en compagnie d'une forte délégation du CNT. La conférence se tient autour du thème Russie-Afrique dans un monde multipolaire. En ligne de Moscou, notre envoyé spécial Garibou Pérou, bonjour. En attendant l'ouverture officielle de la rencontre, ce dimanche est une journée assez chargée pour le président du CNT. Justement, Ibrahim Traoré, la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique à laquelle participe le président du Conseil national de transition et une forte délégation malienne, prévoit pour la journée d'aujourd'hui les petits déjeuners d'affaires avec les représentants russes. C'est un déjeuner d'affaires 1+1, comme on le dit ici, c'est-à-dire sans caméra. Ce qu'il faut retenir, Ibrahim Traoré, c'est que les Russes veulent développer les relations professionnelles avec les Maliens. L'agenda phare du président du Conseil national de transition, c'est la rencontre bilatérale avec le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Mais l'actualité la plus attendue est la table ronde sur le néocolonialisme de l'Occident. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, interviendra pour expliquer aux parlementaires et experts de plus de 50 pays africains comment empêcher l'histoire de se répéter. Une intervention en tout cas vivement attendue ici à Moscou, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup Garibou Pérou qui était donc en ligne de Moscou pour nous suivre donc cette deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique et le Mali est représenté par le président du CNT, colonel Malik Diaw. Journée de mobilisation patriotique et d'engagement de la jeunesse pour soutenir la transition. C'était hier au Palais des Sports, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les jeunes venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora ont adressé un manifeste au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un document remis au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a fortement salué cette initiative. On en sait plus avec Mamari Koné. La jeunesse malienne sonne la mobilisation.
Cette journée de mobilisation patriotique et d'engagement est la réponse à une déclaration faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en juin 2021. 21 mois et 18 jours après, les jeunes venus de toutes les régions du pays et de la diaspora prennent l'engagement d'être des soldats au service de la transition. Habib Dako, président du Conseil national de la jeunesse. Je voudrais vous assurer que les jeunes restent debout sur les remparts et sont résolus à faire de la transition un réel succès au prix ultime de leur sacrifice. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont auréolés par la montée en puissance toujours plus consolidée de l'armée, par l'honneur toujours plus rayonnant du Mali sur la scène internationale. Le porte-parole des anciens présidents du CNJ, Safounet Togo, après avoir reconnu le bien fondé de cette mobilisation, invite la jeunesse malienne au patriotisme. Pour le représentant de la jeunesse de la diaspora et de la transition, c'est aider la jeunesse malienne. Moutaha Diakiti. Nous, jeunes de la diaspora, prenons l'engagement ici, maintenant d'épauler cette transition dans ces différentes missions qui font l'objet de la fierté du Mali et d'ailleurs du continent africain. Faire chemin avec la jeunesse, c'est préparer l'avenir, reconnaît le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, présent à cette cérémonie qui avait à ses côtés le président du Conseil national des jeunes de la Guinée. Moumouni Diala va plus loin. Le président dit, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Mais je vais paraphraser, s'il échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui aurait échoué. Parce qu'il est temps que le peuple africain se réveille pour prendre son destin en main, le destin de l'avenir et du devenir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, maître d'œuvre de cette journée, a salué le président de la transition pour avoir invité la jeunesse malienne au banquet de la construction nationale. C'est pourquoi il a invité les jeunes du Mali à porter les réformes en cours. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d'échange et de partage, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme afin que les réformes envisagées trouvent leur écho en la jeunesse. À cet effet, chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner sans réserve les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la transition. Vous devez résolument contribuer à faire du référendum sur la Constitution, des prochaines échéances électorales, ainsi que du portage des valeurs et principes de la démocratie et de la République une réalité tangible. La jeunesse a remis un manifeste au colonel Assimi Goïta, parrain de l'événement. Son représentant a salué la jeunesse malienne pour cette mobilisation patriotique. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Au-delà de la cérémonie, nous avons bien noté l'engagement très fort de la jeunesse malienne à accompagner la transition. Mais nous notons avec satisfaction que la jeunesse malienne est fortement mobilisée grâce à l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, que je voudrais féliciter et saluer ici, au nom du parrain de l'événement, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La jeunesse a également remis un trophée de reconnaissance au ministre en charge de la jeunesse pour les efforts qu'il ne cesse de concentrer pour l'épanouissement de la jeunesse malienne. Des attestations ont été enfin décernées à d'autres personnalités pour leur engagement en faveur du pays. La journée a été agrémentée par des prestations d'artistes. Démonstration de force donc de la jeunesse malienne en soutien aux autorités de la transition. Fousséni Tounkara, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Vous étiez également sur place hier pour suivre la réponse des jeunes du Mali et de l'Afrique à l'appel patriotique du chef de l'État. Vous avez échangé avec beaucoup de jeunes. Nous n'allons pas les entendre ici, mais dites-nous quel était leur état d'esprit, Fousséni. Merci Ibrahim, bonjour aux auditeurs. On va d'abord mettre cet événement dans son contexte. Au fait, l'idée a été mûrie par le ministère en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne, qui est d'ailleurs dans son rôle. Le but est de susciter l'engagement
Pour revenir à votre question, Ibrahim Traoré, la mobilisation d'hier était exceptionnelle, avec au centre la célèbre phrase du président de la transition, je cite, « Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui aura échoué. » Fin de citation. Donc, à travers des témoignages recueillis sur place, nous nous sommes rendus compte que ces propos du chef de l'État est aujourd'hui perçu par les jeunes du Mali comme un stimulant. Ils se sentent donc interpellés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour un Mali nouveau, d'où leur engagement à travers la très forte mobilisation dont nous avons été témoins hier. Au-delà de cet engagement, nous avons compris également, Ibrahim Traoré, que les jeunes du Mali ont des aspirations. Ils l'ont réaffirmé aussi. Leur souhait, c'est de voir les décideurs du pays regarder dans la même direction à travers des pourparlers entre les différentes entités du pays afin d'aboutir à des élections crédibles. Ils souhaitent aussi voir la pérennisation des acquis de la transition pour baisser considérablement le taux de chômage des jeunes. Pour joindre la parole, bien sûr, pour joindre la parole à l'acte, les jeunes du Mali ont remis un manifeste au ministre de la Jeunesse et des Sports dans lequel ils s'engagent à ne ménager aucun effort pour soutenir les autorités de la transition à la quête, bien sûr, d'un Mali nouveau. Autre détail, Ibrahim Traoré, pour terminer, nous avons aussi noté la présence du président des jeunes du Burkina Faso et celui de la Guinée-Conakry. Des soutiens qui prouvent que la vitalité des relations entre le Mali et ses deux pays voisins s'élargit à plusieurs niveaux. Merci pour toutes ces explications et toutes ces précisions. Fousseini Tunkara, on en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Nous recevons dans ce studio Moro Diakité, directeur de la production à la CMDT. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de boucler une mission dans la région de Kita où un produit appelé Flonikamid, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, a été testé sur un périmètre maraîcher dans la commune rurale de Founia. C'est un produit, dit-on, qui tue les jacides et d'autres insectes nuisibles. C'est assez technique pour nous. Expliquez-nous dans un français facile de quoi s'agit-il concrètement. Merci. En fait, la mission, c'était du 13 au 18. D'abord à Kadiolo, région de Sikasso, et ensuite à Kita, précisément dans la commune rurale de Founia. En fait, l'objectif de la mission, c'était 2 points. Le premier point, c'était donner le résultat des démonstrations pratiques sur un produit qu'on appelle Flonikamid, qui tue les jacides. C'est quoi les jacides? Les jacides, c'est des petits insectes qui sucent les sèves des plantes. Donc, si les sèves sont sucées, la plante meurt après. Donc, c'est ces jacides qui sont à la base de la chute de la production au niveau de la sous-région, dans le Mali. Donc, c'est ainsi qu'une fois qu'il y a eu ces problèmes-là, la campagne écoulée, les chercheurs et la CMDT se sont donné la main pour identifier l'espèce et on a trouvé que c'est une espèce de la famille des jacides qui s'appelle Buticula. Donc, nous avons des produits. Ils ont identifié 3 types de produits et nous avons identifié des parasites pendant la saison sèche au niveau des périmètres maraîchers à Kadiolo et à Founia. C'est ainsi que nous avons pris un de ces produits qui s'appelle Flonikamid et on a utilisé sur ces parcelles et qui a donné... Pourquoi le choix de ce produit? Comment ce produit a été développé? En fait, il y a 3 produits. Il y a 3 produits. En fait, les chercheurs de la sous-région, les 8 pays du PRPK, ont identifié ces 3 produits comme phares. Il y a, en plus du Flonikamid, il y a d'autres. Mais le test de la mission, ça portait sur le Flonikamid. C'est une matière active qui tue non seulement les jacides, mais d'autres insectes. Et qu'est-ce qui a motivé ce test? Nos champs sont-ils menacés par des ravageurs? Oui, en fait, nous avons eu le ravage de la campagne écoulée. Et pour ne pas tomber dans le même cas cette campagne 2023-2024, sous le leadership de Dr Nango Dambélé, nous avons dit que est-ce qu'il ne faut pas prendre les taureaux par les cornes dès la saison sèche? C'est pourquoi, comme les ravageurs étaient dans les périmètres, directement, il fallait utiliser ce produit, démontrer aux paysans que nous avons la solution. Et quelle stratégie développez-vous pour vulgariser et rendre accessible ce produit? Non, la stratégie est simple. Nous avons déjà commandé environ 1 400 000 doses de ce produit déjà. Donc, l'objectif, c'était de dire aux producteurs, dire aux acteurs que nous avons trouvé la solution.
et que le produit est efficace. Et on a utilisé sur le périmètre maraîcher, mais sur l'introduction du PDG déjà, nous avons sémé des parcelles coton pendant la saison sèche, à l'IR et en Tarla et même ailleurs, et on va utiliser le même produit pour démontrer que le produit est efficace et que tout le monde doit se rassurer pour bien produire la campagne. Et vous avez l'assurance que le message est bien passé? Non, le message est bien passé. Je profite pour remercier l'OTEM et la presse écrite qui nous ont accompagnés, parce que ça a été une opportunité pour diffuser nos messages, pour montrer des visus aux communicateurs que vous êtes, aux producteurs, à l'ensemble des acteurs, qu'on a un produit, qu'on a la solution. Parlons de la campagne cotonnière à présent. Où en sommes-nous, notamment avec la problématique d'intrants? Pas de soucis cette année? Non, c'était le deuxième objet de la mission. Nous rassurons la population, nous rassurons les acteurs, et particulièrement les producteurs, que vraiment toutes les décisions ont été prises aujourd'hui pour approvisionner les producteurs. C'est pas un discours politique? Non, c'est pas politique. Nous sommes des techniciens. Nous sommes des techniciens. À l'arrivée, le PDG a identifié des enjeux et nous a donné des orientations. Nous avons 10 axes d'intervention pratiques pour booster la production de la campagne écoulée. Parmi ces 10 axes, l'approvisionnement correct des producteurs en intrants fait partie. C'est ainsi que pour les engrais coton, par exemple, le plus important, c'est le complexe coton. Le complexe coton, on a commandé 120 000 et on a plus de 60 000 doses déjà, de 60 000 tonnes déjà à notre niveau. Plus de 50% et tous mis en place. Pour l'urée, nous sommes à 70% dans certains cas, voire 80% dans certains cas. Donc ce n'est pas un discours politique. La CNDT veut faire, en tout cas, la production agricole, vraiment toute la réalité. Et reprendre, pour que le Mali puisse reprendre effectivement, sa place. Notre objectif cette année, c'est 750 000 hectares pour 780 000 tonnes. C'est le minimum. Donc on rassure les uns et les autres, les producteurs, les acteurs du coton, la population, de se rassurer. S'il y a la bonne pluviométrie, on le souhaite, et nous allons faire le record et nous allons nous hisser au toit de l'Afrique. Un message particulier à l'endroit aujourd'hui de ceux qui vous écoutent, notamment les producteurs, avant de quitter ce plateau, monsieur le directeur? Voilà, bon, j'ai peut-être un message, c'est de dire aux producteurs que vraiment, toutes les décisions sont prises aujourd'hui sur le plan engrais, sur le plan insecticide, pour que la campagne soit bonne. Donc, il faut que les acteurs du coton, la CNDT, la recherche, que je salue de passage, parce que tout ce que la CNDT fait, c'est à travers les recommandations de la recherche, et tous les acteurs du coton, pour dire qu'il faut se donner la main pour relever. Tomber, ce n'est pas grave, ne pas se relever, c'est ce qui est grave. Et cette année, nous allons nous relever avec votre accompagnement. Merci bien. Monsieur Moro Diakité, je rappelle que vous êtes directeur de la production à la CMDT. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, le parti d'opposition annonce une plainte pour tentative d'assassinat et atteinte à l'intégrité physique sur Ousmane Sonko. Le président du parti aurait été brutalisé jeudi dernier sur le chemin du tribunal alors qu'il répondait à une convocation de la justice. La coalition au pouvoir dénonce des manœuvres pour échapper à son procès. Lassina Keita, bonjour. Que s'est-il passé réellement? L'affaire Ousmane Sonko connaît un rebondissement avec cette annonce de l'opposition de porter plainte contre les autorités sénégalaises. Pour cause, la tentative d'assassinat et l'atteinte à l'intégrité physique de Ousmane Sonko. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par la plateforme de l'opposition. La même source annonce l'état de santé extrêmement préoccupant du leader de PASTEF suite à la brutalité perpétrée contre lui lors du trajet mouvementé entre son domicile et le tribunal de Dakar le jeudi dernier. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de PASTEF, qualifie ces actes d'ignobles et de barbares contre le président Ousmane Sonko et même ses avocats et ses militants, des actes qui feront l'objet de plaintes que le parti va déposer pour tentative d'assassinat et pour atteinte à l'intégrité physique, a-t-il précisé. Le parti d'opposition demande également la restitution du passeport d'Ousmane Sonko afin qu'il soit évacué pour effectuer des analyses sur le gaz qu'il a reçu. L'un de ses avocats, Maître Siré Clédor Ly, a inhalé du gaz lacrymogène et a été évacué en France. Pour la coalition au pouvoir, ces accusations sont infondées. En ce qui concerne Ousmane Sonko, il était toujours pris en charge dans une clinique de Dakar samedi soir.
La reprise de son procès est prévue au 30 mars prochain, Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Lassine Keita. Au Nigeria, après l'élection présidentielle le 25 février dernier, remportée par le candidat du pouvoir Bola Tinubu, les Nigérians étaient encore aux urnes hier pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 28 États fédérés, 28 États sur 36. Alors, on en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, c'est une élection qui a été marquée par des violences et une faible participation. Oui, Ibrahim, tout d'abord, le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 210 millions d'habitants élisait hier plus de 900 représentants des assemblées des États ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 États. Mais malgré les promesses renouvelées de la commission électorale, le scrutin a dû être reporté à dimanche dans plusieurs bureaux de vote à travers tout le pays suite à des problèmes logistiques ou des violences. Encore une fois, des urnes ont été volées ou détruites, des journalistes ont été harcelés ou blessés au cours de leur travail et les électeurs ont été attaqués par des bandes dans de nombreux bureaux de vote. Selon la presse nigériane, plusieurs de ces agitateurs ont été abattus au cours de confrontations avec la police. À Lagos, le candidat du Labour Parti a publié une vidéo dans laquelle il accuse la commission électorale et les forces de l'ordre. Plusieurs candidats de l'opposition ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude face à cette apathie. Cette tension et ces violences n'ont sans doute pas encouragé les électeurs à sortir voter. Dans de nombreuses régions, l'abstention semblait encore plus élevée que lors des élections générales. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Intéressons-nous à présent à ce déplacement très médiatisé, de la ministre de l'Intérieur britannique en visite donc à Kigali, quasiment un an après la signature de l'accord de prêt de 160 millions d'euros sur les réfugiés entre le Rwanda et le Royaume-Uni. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, c'est vous qui suivez ce dossier pour 13h dimanche. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, cette visite vise à renouveler l'engagement de Londres dans ce partenariat qui consiste à envoyer au Rwanda un certain nombre de demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique. C'est la première visite officielle à Kigali des membres du gouvernement britannique depuis l'élection du conservateur Rishi Sunak en octobre dernier. Occasion pour le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta de réitérer son engagement envers le Royaume-Uni. Nous venons tout juste de terminer une réunion où nous avons discuté de notre partenariat sur la migration et le développement économique. Ce partenariat innovant représente une évolution importante dans nos efforts pour adresser l'immigration irrégulière. Et nous sommes heureux de travailler étroitement avec le Royaume-Uni sur le sujet. À Kigali, la ministre de l'Intérieur britannique a visité de nouvelles résidences destinées à accueillir les réfugiés envoyés au Rwanda par le Royaume-Uni. L'accord entre les deux pays, déclaré légal par la Haute Cour britannique en décembre dernier, est toujours contesté en justice par un groupe de demandeurs d'asile. Alors, Nouhoum Sissoko, malgré les réticences face à cet accord, le gouvernement britannique tient droit dans ses bottes, dit-on. Selon Suella Braverman, le Royaume-Uni espère mettre en application son partenariat avec le Rwanda le plus rapidement possible. Nous avons signé un addendum à notre accord qui étend les mesures de soutien pour les personnes qui seront relocalisées au Rwanda. Il y a une crise mondiale migratoire et je pense sincèrement que ce partenariat de premier plan entre deux alliés et deux amis va montrer la voie. Ibrahima Traoré, une audience est prévue mi-avril pour étudier la procédure lancée en cours d'appel contre cet accord, toujours dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko, pour toutes ces précisions. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref à présent. En République démocratique du Congo, l'opposant Franck Diongo a appelé hier samedi à un front commun contre le président Félix Tshisekedi à 9 mois des élections censées se tenir le 20 décembre 2023. Au Malawi, quelques jours après le passage du cyclone Freddy qui a frappé le pays pour la deuxième fois en un mois samedi et qui a fait plus de 400 morts, l'ONG Save the Children craint une flambée des cas de choléra.
Après s'être rendu en Crimée hier samedi, Vladimir Poutine est arrivé à Mariupol en début de journée ce dimanche. C'est la première fois que le président russe se rend dans une zone conquise depuis le début en février 2022 de l'opération militaire russe en Ukraine. La Corée du Nord a tiré un missile balistique de courte portée ce dimanche selon l'armée sud-coréenne. Sa 4e démonstration de force en une semaine au moment où Séoul et Washington mènent leur plus important exercice militaire conjoint depuis 5 ans. Élection législative anticipée ce dimanche au Kazakhstan. Près de 12 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés du Majlis. C'est la chambre basse du Parlement et des Mazlikat, les parlements locaux. L'Assemblée nationale a été dissoute il y a 3 mois, rappelez-vous, par le président réélu en novembre avec plus de 80% des voix lors d'une présidentielle sans concurrence. Le scrutin soulève beaucoup d'espoir des Kazakhs qui espèrent voir se matérialiser les promesses de changement démocratique et de modernisation du pays. Et puis, pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité internationale, la Cour constitutionnelle du Koweït a invalidé ce dimanche les élections législatives de 2022, se prononçant en faveur du rétablissement du précédent Parlement. C'est du moins ce qu'ont annoncé les médias d'État dans un pays secoué depuis des années par des crises politiques à répétition. Les sports dans quelques instants. Famourou Diorté, bien installé. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. Du football d'abord, l'AS Real de Bamako reçoit cet après-midi le tout-puissant Mazembe de la RDC. C'est au compte de la 5e journée des matchs de groupe de la Coupe CAFA. Oui, ce sera à 16h au stade du 26 mars de Bamako. L'AS Real de Bamako est la seule proie du TP Mazembe durant cette phase de groupe. Lors du match aller à Lubumbashi, les Corbeaux ont gagné 3-1 face aux Scorpions. Après ce succès, les Congolais n'ont aligné que des contre-performances. Alors ce match de la 5e journée est la dernière chance pour les deux clubs puisque mathématiquement, l'AS Real peut prétendre encore à la qualification pour le prochain tour. Les Corbeaux sont amputés de 2 joueurs importants en pleine préparation à Bamako. L'infirmerie accueille 2 joueurs qui ont ressenti des malaises. Il s'agit d'Alex Ngonga, buteur lors du match aller, et de Zao Matulta. Ils sont forfaits pour le match de cet après-midi. Le tout-puissant Mazembe de la RDC est 3e du groupe D avec 4 points devant l'AS Real de Bamako 3 points, mais derrière l'US Monastir 10 points et Young Africans 7 points. Le coup d'envoi, je le disais, c'est à partir de 16h au stade du 26 mars. Dans l'autre match du groupe, Young Africans reçoit l'US Monastir. La 2e place de Young Africans dans le groupe D ne lui garantit pas encore une qualification certaine. Les 2 derniers matchs sont cruciaux. Les Tanzaniens peuvent voir le TP Mazembe 3e et 3 points ravir la vedette. Cela pourrait se produire si les Congolais réussissent à avoir une double victoire prochainement et au même moment le Young Africans échoue dans les 2 matchs restants. De ce fait, les Tanzaniens vont vouloir gagner ce match non seulement pour rattraper l'US Monastir, premier 10 points, mais aussi pour échapper à une éventuelle disqualification. Dans le même temps, les Tunisiens ne vont pas vouloir céder la première place. En raison de tout ceci, chaque équipe va défendre farouchement ses intérêts. Alors, dans l'autre compétition interclub de la CAF, la Ligue des Champions, la 5e journée a permis à certains clubs de valider leurs billets pour les quarts et à d'autres de se relancer ou d'être officiellement éliminés de la course à la qualification. Faites-nous le point de tout cela, Famourou. Le quart pour acheminer les qualifiés en quart de finale continue de se remplir. Dans le groupe A, les Algériens de JS Kabylie et les Marocains du Ouaka, avec 10 points chacun, se sont emparés des 2 tickets qualificatifs du groupe. Lors de la dernière journée, les 2 clubs seront face à face pour la première place. Dans le groupe B, Mamelodi Sundowns déjà qualifié. Le second billet va se jouer entre Al Hilal du Soudan et Al Ali d'Égypte lors de la dernière journée. Si la 5e journée a permis aux Égyptiens d'Al Ali de se relancer, les Soudanais d'Al Hilal ont manqué le coche. La 6e et dernière journée s'annonce donc explosive entre les 2 formations. Al Hilal n'aura besoin que d'un point pour se qualifier. Le groupe C a rendu son verdict final. Le Raja Casablanca, premier 13 points et Simba, deuxième 9 points, sont qualifiés en quart de finale.
Le club marocain jouait pour sceller définitivement sa place de leader dans ce groupe et l'objectif est atteint en déplacement sur le terrain du dernier de la classe Vipers, 4e 2 points, un match nul, un but partout a suffi au bonheur des Marocains. Pour cette 5e journée dans le groupe C, il fallait être en Tanzanie. Oroya AC de Guinée, 3e 4 points, risque de ne plus oublier ceux du 8 mars 2023. 7-0, c'est le score infligé au club guinéen par son hôte tanzanien du jour. Simba SC, 7-0, tenez-vous bien. Un score fleuve qui laissera sans doute des traces. Oroya est éliminé par la même occasion. Enfin, dans le groupe D, c'est l'Espérance de Tunis et le CR Belouizdad d'Algérie qui seront au rendez-vous des quarts de finale. Et la 8e de finale de la Coupe du Mali de football se poursuivait hier samedi. Le Djoloba AC, détenteur du trophée, n'a pas fait de détails face à la modeste équipe de Ligue 2 de Mopti, l'US Djenné, cartonné 7-0. Quant aux autres favoris du jour, l'AS Bakaridjan, les 11 créateurs et l'AS Black Star, ils ont assuré le strict minimum, 1-0 face respectivement à Koira Al-Awa de Gao, AS Aranson de Koutchala et CMB de Mopti, des équipes de Ligue 2. Le dernier 8e de finale qui opposera le COB et l'AS Real se jouera à une date ultérieure. Raison, l'AS Real joue en Coupe CAF ce dimanche contre TP Mazembe. Les qualifiés pour les quarts de finale sont Binga FC, Stade Malien de Bamako, Isfas, Djoliba AC, Black Star, 11 créateurs et l'AS Bakaridjan, seule équipe régionale et aucun club de division inférieure, comme pour dire que cette édition de Coupe du Mali va nous offrir de belles affiches dès le stade des quarts de finale. Famourou, pour boucler ce chapitre football, il y a un classico avec beaucoup d'enjeux en Espagne ce soir. Oui, durant 2 heures, le temps sera suspendu. Du moins pour le monde du football qui vibrera au rythme des fantaisies techniques des artistes qui sont Gavi, Pedri, Vinicius Junior ou encore Karim Benzema, parce que ce dimanche soir à 20h, le FC Barcelone accueille le Real Madrid en clôture de la 26e journée de la Liga espagnole. Une affiche toujours à part selon beaucoup d'observateurs. Pour le moment, le club catalan leader de la Liga dispose d'une belle avance sur son adversaire dominical, mais pas irrattrapable. 9 points, alors la rencontre pourrait être cruciale dans la course au titre, d'un côté comme de l'autre. Si les Blaugrana s'imposent et avec une belle avance, le titre sera presque joué parce qu'il y aura 12 points d'écart, voire 13 avec la différence de but particulière. En revanche, si c'est la formation madrilène qui l'emporte, tout pourrait être relancé puisqu'il reviendrait à seulement 6 unités. Le Real Madrid aurait plus de raisons de croire à un retour au classement, d'autant plus que le FC Barcelone a un calendrier plutôt difficile avec encore des confrontations face à l'Atlético Madrid, le Real Betis et la Real Sociedad. Il n'en reste pas moins que dans ce classico, le poids du résultat appartient à Karim Benzema et ses coéquipiers puisqu'ils ont besoin de gagner pour espérer conserver leur titre. Autant dire que ce sera chaud à tous les étages ce dimanche ce soir, mais aussi glacial. Rendez-vous à 20h temps universel. À ne pas manquer pour les fans du sport, notamment du football. Et surtout en Espagne, basketball à présent, le Stade Malien de Bamako garde toujours ses chances de qualification pour les playoffs de la Ligue africaine de basketball. Oui, le Stade Malien de Bamako s'est imposé 84-64, soit 20 points d'écart devant Rwanda Energy Group. Et ce samedi, les Rwandais gardent toutefois la première place de la conférence du Sahara. Quant aux stadistes, ils se relancent et peuvent toujours espérer se qualifier. Les Blancs de Bamako ont remporté le premier quart-temps 22-12. Les Rwandais réagissent dans le deuxième acte. Ils mettent 20 points contre 15, mais le stade garde la main 37-32 à la pause. Dans le troisième quart-temps, Rwanda Energy Group va revenir à 3 longueurs, 42-39. 6 minutes à jouer. Le Stade malien ne flanche pas et va conserver son avance 60-49 au terme du quart-temps. Les stadistes entament sereinement le Money Time. Une victoire leur permettrait de revenir dans la course pour les quarts de finale. Pour sa part, la formation rwandaise voudrait refaire son retard et signer une 4e victoire de rang. À 6 minutes de la fin, le Stade malien tient le bon bout, 66-55. Les Blancs de Bamako l'emportent finalement 84-64. Suleiman Berté 23 points, Aliou Diarra 20 points et Kelvin Amayo 14 points ont porté le Stade malien qui revient provisoirement à la 3e place.
La 5e et dernière sortie du Stade Malien de Bamako, c'est pour mardi 21 mars à 16h contre ABC Fighters. Une victoire propulserait directement le représentant malien au play-off de la Ligue africaine de basketball. Et terminons avec la 3e journée du championnat national de première division et nous sommes toujours en basketball. C'était hier samedi. Oui, chez les dames, le Djoloba a maîtrisé son sujet face au centre Salamatou Maïga des Cailles. Victoire des Rouges 80-29. L'USFAS a chuté devant l'AS Police 62-66. Du côté des messieurs, le Stigui des Cailles est venu dominer le Djoloba C 44-69. Vendredi, les dames du Stade Malien de Bamako ont pris le meilleur sur Kalaman Sport Club 74-54. L'AS Real a dominé l'AS Commune 6 par 77-53. La rencontre des messieurs entre l'AS Real et l'AS Mandé a tourné à l'avantage des Scorpions de l'AS Real par 70-56 et le duel entre porteurs d'uniforme l'USFAS l'AS Police a tourné à l'avantage des militaires par 82-81. Merci beaucoup, Famboulou Diourté, pour toutes ces informations sportives. C'était le journal des sports dans 13h dimanche. Focus Santé. Redonner la vue à travers la greffe de cornée, c'est bien possible au Mali, oui. Mali Wellness Foundation, pour dire la Fondation du bien-être du Mali, en collaboration avec le CHU IOTA, procède à une transplantation de cornée pendant 2 semaines. Barakissa Ouattara et Djelima Kandjabate ont suivi cette transplantation cornéenne. Reportage. Le patient du jour est très optimiste. Madame Goloko a perdu l'usage de son œil droit lors d'une chirurgie de cataracte il y a 4 ans. Aujourd'hui, il se prépare pour une greffe de cornée qui devra lui permettre de retrouver la vue. Nous, on est toujours dans le positif. Je sais que je vais rentrer peut-être 2 jours après. Je vous verrai avec mon œil. Comment opérer, il n'y a aucun souci. Cette transplantation cornéenne consiste à remplacer la cornée défaillante d'un patient par une cornée saine d'une personne décédée. L'intervention est faite par une fondation américaine en partenariat avec le CHU IOTA grâce aux efforts du département en charge de la santé. Matthew Person, chirurgien ophtalmologue. Nous pratiquons la transplantation cornéenne la plupart du temps sur des gens qui souffrent d'une cécité oculaire provoquée soit par une intrusion ou bien causée par d'autres traumatismes sur l'œil. Et ce qui rend la partie qui permet de voir un peu sobre. Et du coup, elle consiste à enlever cette partie, à la remplacer par une autre partie, un autre tissu de l'œil qui est sain, ce qui permet à la personne de retrouver sa vie. Dr Kouita Kadiatouba, chirurgienne ophtalmologue au CHU IOTA. Quand on détecte qu'il y a besoin de greffe de cornée, il y a une liste qui est là. Donc à travers cette liste d'attente, on a convoqué quelques-uns de ces malades, parce qu'il y en a beaucoup. On a choisi 3, puisqu'ils avaient amené 3 greffons. Cette intervention peut aller d'1h30 à 2 heures. Un test de compatibilité est fait en amont sur le donneur et le receveur. Selon les spécialistes, le prélèvement doit se faire dans les 6 heures après le décès et le temps de prélèvement et de la greffe ne doit pas dépasser 1 semaine. Dr Kouita Kadiatouba, chirurgienne ophtalmologue au CHU IOTA. L'idéal au moment du décès, il faut sensibiliser les parents pour qu'ils acceptent, parce que plus le temps passe, plus les cellules se détruisent. Pour la réussite de cette opération, il faut au préalable 2 choses. Mathieu Person, chirurgien ophtalmologue. Primo, nous devons avoir des chirurgiens qui ont déjà performé des chirurgies ici au Mali. Secondo, nous devons avoir une banque établie pour qu'il y ait une compatibilité entre les personnes qui vont performer la chirurgie, la transplantation cornéenne, et ceux qui auront bien voulu donner leur cornée. Cette opération au Mali, c'est surtout pour limiter les évacuations sanitaires relatives à la chirurgie oculaire. Cependant, pour qu'il y ait suffisamment de cornées disponibles, il faut que la population adhère au projet en acceptant de léguer cet organe. Focus Santé. 13h37 sur nos antennes. Fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré. Grand merci à Sekou Traoré et à Cheikh Abdul Aziz Koulibaly qui assure la mise en onde de ce 13h dimanche, la mise en ligne de ce 13h dimanche. À la réalisation, Lassina Keita.
La coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré, retrouvé dans quelques instants Famourou Djourté dans Rétro 7. La rétrospective de l'actualité de la semaine est à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Bon dimanche.